Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier Amok ou le fou de Malaisie. C'est une nouvelle de Stefan Zweig publiée en 1922. Le narrateur prend un bateau pour aller de Calcutta en Europe. Sur le pont, la nuit, il rencontre un homme qui vient lui raconter son histoire. C'est un médecin. Il y a quelques années, après avoir pris de l'argent pour une femme dans la caisse de l'hôpital, le docteur est parti dans une colonie. Une fois à son nouveau poste, une femme vient le voir. Elle est enceinte et elle lui demande de pratiquer un avortement. Le docteur ne veut pas car c'est illégal. Elle lui propose de l'argent pour qu'il fasse ce qu'elle veut et pour qu'il reparte ensuite en Europe. Le docteur est indigné du fait qu'elle a jugé sa valeur en termes monétaires et qu'elle a trompé son mari. Par fierté, la femme ne veut pas le prier pour qu'il le fasse. Juste après le départ de la femme, le docteur s'en veut et il part à bicyclette la rejoindre. Le boy de la femme l'en empêche et il se bat avec lui. Quand il arrive à la résidence de la femme, il apprend qu'elle vient de partir. Le docteur a la moque, c'est-à-dire cette folie qui enrage les gens et qui les fait courir tout droit devant eux même s'il y a des obstacles. Après s'être un peu calmé, le docteur va voir le vice-résident et il lui demande de travailler dans une autre ville. Le vice-résident lui répond que cela ne peut pas se faire tout de suite, il le croit en dépression et il l'enjoint à aller à une soirée mondaine. À cette soirée, il rencontre cette femme, ce qui le met mal à l'aise. De retour à l'hôtel, il lui écrit une lettre dans laquelle il lui fixe un rendez-vous. Il reçoit un mot d'elle dans lequel elle lui dit que c'est trop tard. Quelques instants plus tard, le boy de la femme vient chez le docteur pour qu'il vienne la voir. La femme est mourante car elle a demandé de l'aide à n'importe quelle femme pour se faire avorter. Le docteur lui promet le silence sur la vérité et il la veille jusqu'à ce qu'elle meure. Le docteur de l'état civil vient constater le décès et avec le docteur ils attribuent la mort à une crise cardiaque. Le mari de la femme arrive et le docteur ne lui dit pas la vérité. Le docteur repart en Europe en bateau. Malheureusement, le cercueil et le mari sont sur ce même bateau pour amener le corps en Angleterre où le docteur pense que le mari va la faire autopsier. Le docteur repart en Europe en bateau. Malheureusement, le cercueil et le mari sont sur ce même bateau pour amener le corps en Angleterre où le docteur pense que le mari va le faire autopsier. Sur le bateau, le cercueil va être transporté sur un canot. Au moment du transfert, le cercueil chute dans l'eau, emportant le mari et les porteurs qui s'en sortiront indemnes. On ne sait pas si cette chute doit être attribuée au docteur ou à une erreur de manipulation. Le corps mort, vraisemblablement du docteur, est repêché dans un port quelque temps plus tard. Amok est une confession. C'est la confession d'un médecin qui raconte son histoire au narrateur. Ce narrateur ensuite nous la confie à nous, lecteurs. Cette nouvelle a deux fins. Il y a celle qui est dans le récit encadré, il s'agit de la mort de la femme, et il y a la fin du récit cadre. Il s'agit de la mort du médecin et de la chute du cercueil. Le récit débute par le présent, il continue par le passé, il revient au point de départ. Entre ces trois principales parties, le récit est encore assuré, car on passe plusieurs fois du récit du docteur à celui de l'instant présent, quand les heures sonnent ou quand il se sert de l'alcool. Au début, le malaise se ressent, car le discours est haché, il y a plein de silence, il répète plusieurs fois les mêmes mots et il ne finit pas ses phrases. Peu à peu, le discours devient plus clair. On se demande pourquoi le docteur a-t-il eu besoin de raconter cette histoire, à quoi cela lui a-t-il servi? À rien puisqu'il est mort quelques instants plus tard et que lui-même se doutait bien
qu'il allait mourir ou qu'on allait l'abattre à cause de la moque. Il avait promis de garder le silence sur la mort de la femme et pourtant il ne le fait pas car il est capable de raconter son histoire à un inconnu sur un bateau. Pourquoi faire revivre son histoire une seconde fois en racontant cette histoire qui l'a mené à la folie? S'il y a un événement qui a conduit une personne à la folie, le fait de le raconter, autrement dit de le vivre une seconde fois, la personne ne risque-t-elle donc pas de retomber une seconde fois dans la folie? Zweig décrit très bien les états d'âme du docteur, un peu moins de la femme. Le docteur a déjà vu des états d'amok, il en a même déjà entendu parler. Il sait de quoi il s'agit, mais il ne fait rien pour contrer cette maladie. Le monde autour de lui doit se douter qu'il n'est pas bien, quand il a cette manière d'être surexcité, de bafouiller ou de se déplacer. Mais personne ne lui dit qu'il a la moque, seul lui le sait, et il s'en garde bien de le dire à quelqu'un. On part d'une visite médicale ordinaire. Les deux personnages qui sont au début ne se connaissent pas. Puis cela finit en une folie qui va dévorer l'individu qui pourtant au début a l'air sain d'esprit et qui ne vivra que pour la jeune femme. Le docteur va tout faire pour satisfaire ses volontés. Il va mentir pour elle, il va même peut-être jusqu'à faire tomber le cercueil dans l'eau. Il ne mangera plus, ne fera que courir pour aller quelque part et ne s'endormira que par l'alcool et par les somnifères. Il ne pensera plus qu'à elle et il aura des remords jusqu'à son suicide. Il nous raconte cette histoire sous l'effet de l'alcool, qui est peut-être la seule chose qui le calme. La moque s'attrape au moment où la femme part en colère en claquant la porte. Durant la consultation, le docteur prend un malin plaisir à faire cogiter cette femme. Il se doute rapidement du pourquoi elle est ici et pourtant il lui pose des questions qui la mettent mal à l'aise. Il veut l'ausculter, lui faire enlever son voile et savoir si elle a de la fièvre et connaître tous ses symptômes. Cette femme est coincée. Elle est enceinte de maximum 3 mois alors que son mari est parti depuis 5 mois. Son mari qui va revenir dans quelques jours va le remarquer et on ne sait pas comment il va réagir. La société risque de mal le prendre, que ce soit au niveau des gens du pays ou au niveau de la société bourgeoise dans laquelle elle est. Le docteur se rend vite compte de son erreur. Dès que la femme claque la porte, il s'en rend compte. Après, tout le reste du roman est concentré sur le fait qu'il veuille aider cette femme et qu'il accomplira le vœu de cette femme. La moque ne lui permettra pas d'agir de manière correcte. Il aurait pu attendre cette femme à sa résidence pour lui parler, il aurait pu lui parler durant la soirée mondaine, mais il ne l'a pas fait. Je pense qu'il lui est trop redevable. Si ce médecin ne voulait pas, alors pourquoi est-ce qu'elle n'a pas demandé à un autre médecin? Elle n'était pas obligée de demander cela à la première femme venue, même si le temps pressait. Elle lui demandait juste de la faire avorter, mais il la poursuivra, la veillera jusqu'à sa mort et fera plonger le cercueil et peut-être se suicidera. Elle veut se débarrasser de cet enfant, mais le médecin ne veut pas. Je pense que cette femme est désespérée, mais puisqu'elle est hautaine, ce désespoir ne se voit pas. Peut-être que si elle avait montré son désespoir au médecin, au lieu de son orgueil, peut-être qu'il l'aurait fait. Au final, on ne sait pas qui est le coupable. Est-ce la femme qui a sûrement pris un amant par ennui? Est-ce le docteur qui n'a pas voulu la faire avorter car il s'est confronté à son orgueil? Ou alors est-ce à cause de la société qui est intolérante? Peut-être que si la société lui aurait permis, peut-être aurait-elle pu accoucher sans conséquences sociales. Le docteur est immoral car il vole de l'argent, car il laisse cette jeune femme désespérée et ressent certain plaisir à profiter de la situation, mais cependant il est tout de même moral puisqu'il tiendra à la promesse faite à la mourante jusqu'à la fin et qu'il cherchera à rectifier son erreur. Quelqu'un de complètement immoral n'aurait pas tenu sa promesse et aurait dit la vérité au mari. À cause de la moque, le docteur est séparé des autres. Sur le bateau, il ne supporte plus les rires des hommes, il ne supporte plus les couples. Déjà,
Il n'arrive pas à dire ce qu'il ressent, mais en plus il est comme casanier en lui-même. Sa folie lui ronge littéralement l'esprit. Le médecin est sans attache. Il n'a pas l'air d'avoir de femme ni d'enfant. Il n'a pas l'air d'avoir des amis. Il est perdu en Malaisie, dans un lieu qui n'est même pas une ville, mais un village reculé de tout. Tout cela parce qu'il a besoin de partir, car il croit que tout le monde lui en veut, car il a volé dans la caisse. C'est pareil avec la mort de la femme. Il imagine que le mari et que l'administration, que tout le monde autour de lui en veut, alors que peut-être qu'il n'en est rien. Il imagine que le mari rapatrie le corps pour le faire autopsier, alors que c'est peut-être simplement pour l'enterrer. La moque est plutôt une obsession, c'est-à-dire une idée qui revient sans cesse dans l'esprit d'un individu. L'individu ne peut rien contre elle, car cette idée est plus forte que lui et le submerge. Si il veut s'en débattre, il n'arrivera pas, car l'obsession est toujours la plus forte. Certains voient cette nouvelle comme une histoire d'amour. Or pour moi ce n'est pas le cas. Un amoureux ne poserait pas de questions gênantes. Il ne penserait pas à aplatir l'autre personne. Il ne chercherait pas à ce que cette personne s'agenouille devant lui, le prie de faire quelque chose pour qu'il le fasse. Il le ferait à la simple demande. Il ne serait pas content dans ce désir d'humiliation. Quand il lui écrit la lettre de l'hôtel, il lui donne un rendez-vous de manière impérative, alors qu'il devrait normalement s'excuser. Il ne lui demanderait pas de lui demander pardon pour quelque chose qu'il a mal fait. Amok, je crois me souvenir, c'est une espèce d'ivresse chez les Malais. C'est plus que de l'ivresse, c'est de la folie, une sorte de rage humaine, une crise de monomanie meurtrière et insensée, à laquelle aucune intoxication alcoolique ne peut se comparer. Moi-même, au cours de mon séjour là-bas, j'ai étudié quelques cas. Lorsqu'il s'agit des autres, on est toujours perspicace et très positif, mais sans que j'aie pu jamais découvrir l'effrayant secret de leur origine. C'est lié sans doute, d'une certaine façon, au climat, à cette atmosphère dense et étouffante, qui oppresse les nerfs comme un orage, jusqu'à ce qu'ils craquent. Dans la moque, oui, la moque, voici ce que c'est. Un Malais, n'importe quel brave homme plein de douceur, est en train de boire paisiblement son breuvage. Il est là, apathiquement assis, indifférent et sans énergie, tout comme j'étais assis dans ma chambre. Et soudain il bondit, saisit son poignard et se précipite dans la rue. Il court tout droit devant lui, toujours devant lui, sans savoir où. Ce qui se passe sur son chemin, homme ou animal, il l'abat avec son cris, et l'odeur du sang le rend encore plus violent. Tandis qu'il court, la bave lui vient aux lèvres. Il hurle comme un possédé. Mais il court, 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 ne regarde plus à gauche, ne regarde plus à droite, ne fait plus que courir avec un hurlement strident, en tenant dans cette course épouvantable droit devant lui son cri ensanglanté. Les gens du village savent qu'aucune puissance au monde ne peut arrêter un Amok, et quand ils le voient venir, ils vocifèrent du plus loin qu'ils peuvent en guise d'avertissement. Amok, Amok, et tous s'enfuient. Mais lui, sans entendre, poursuit sa course. Il court sans entendre, il court sans voir, il assomme tout ce qu'il rencontre, jusqu'à ce qu'on l'abatte comme un chien enragé, ou qu'il s'effondre, anéanti et tout écumant.